Merci Shelley et bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à ce premier symposium biennal de la grappe de recherche laitière, Innovate 3. Les 3 pros sont promouvoir le progrès au profit de l'industrie laitière et des Canadiens. Ce symposium nous donne l'occasion de découvrir les résultats des études scientifiques financées grâce aux investissements des producteurs laitiers dans la grappe de recherche laitière et dans d'autres activités de recherche. Des chercheurs spécialisés dans chacun de nos domaines de recherche prioritaires vont nous parler de leurs plus récentes conclusions et des résultats qui pourraient nous aider à améliorer le bien-être de nos animaux, à bonifier nos pratiques de gestion du point de vue environnemental et à améliorer nos connaissances sur les bienfaits des produits laitiers sur la santé des Canadiens. Notre programme de recherche s'intitule donc « Recherche laitière pour un monde en santé », car il englobe nos animaux, notre environnement et nos consommateurs. Isabelle va vous donner un aperçu des activités du programme dans le cadre de sa présentation. Les producteurs laitiers du Canada sont fiers d'investir dans la recherche depuis plus de 20 ans. Grâce à nos investissements et à un rigoureux processus de sélection des meilleurs projets scientifiques, nous avons obtenu des solutions pratiques pour nous aider à relever les défis de la production laitière et à produire des aliments de grande qualité pour les Canadiens. Au cours des 20 dernières années, nous avons travaillé avec un réseau de talentueux chercheurs en sciences laitières dont la réputation au Canada et à l'international n'est plus à faire. Plusieurs d'entre eux sont ici aujourd'hui pour vous parler de leurs travaux. Notre programme de recherche a également permis de former des étudiants en sciences laitières et de préparer la prochaine génération de scientifiques. Vous aurez l'occasion de découvrir certains de leurs travaux grâce aux défis vidéo que nous leur avons proposés et qui consistent à présenter leur recherche en 180 secondes. Et ça, c'est tout un tour de force. Je vous encourage à regarder les vidéos ici même après le dîner et nous vous demanderons ensuite de voter pour celui que vous avez le plus aimé. Les finalistes sont avec nous aujourd'hui et nous remettrons au grand gagnant un prix de 500 $. Je dévoilerai son nom en fin de journée. Les études que nous finançons sont conçues pour nous aider à apporter des améliorations, à adopter une approche plus durable et à développer de nouvelles technologies et à innover. Les pratiques à fondement scientifique en production laitière ne datent pas d'hier. Prenons par exemple notre volet d'évaluation du confort des animaux du programme ProAction, qui est basé sur le code de pratique pour le soin et la manipulation des animaux d'élevage, bovins laitiers, et que nous déployons aujourd'hui. Il démontre que nos initiatives à la ferme sont fondées sur les meilleures preuves scientifiques que nous détenons pour soutenir notre engagement envers les Canadiens, qui est de produire du lait selon les critères de production les plus élevés, produire du lait salubre et de qualité, et améliorer continuellement la santé et le bien-être des animaux, ainsi que la gestion environnementale de nos fermes. Nous possédons déjà 20 ans d'expérience en matière de recherche scientifique et nous devons continuer à innover et à déterminer les enjeux d'importance afin d'être de meilleurs entrepreneurs et de contribuer encore davantage à la société canadienne. En 2015, nous avons demandé aux producteurs laitiers, aux parties prenantes, de nous donner leur avis sur la recherche laitière canadienne à l'aide d'un sondage en ligne. L'initiative a été bien accueillie et nous avons également eu des discussions fort pertinentes lors de réunions dans l'ensemble du pays. Amy vous parlera en détail des résultats de cette initiative durant sa présentation. Ce qui ne fait aucun doute, ce qui me frappe, c'est que nous voulons tous continuer à nous améliorer. Nous travaillons avec nos animaux chaque jour et nous sommes les premiers à savoir qu'une vache en santé et confortable est une vache productive. Le sondage a suscité des discussions parmi les leaders de nos organisations et je suis heureux d'annoncer, à la suite de nos rencontres de cette semaine, que les PLC vont entamer l'élaboration d'une stratégie nationale sur la recherche laitière et le transfert des connaissances. Cette stratégie sera élaborée
par un nouveau groupe national, le Conseil canadien de la recherche laitière, qui relèvera des PLC. Nous allons créer avec nos membres provinciaux une initiative reposant sur la collaboration et la coordination afin d'investir notre argent dans des études scientifiques les plus profitables pour les producteurs, de transmettre de manière efficace les résultats des études aux producteurs et de continuer à étudier les bienfaits pour la santé des produits laitiers et d'en faire la promotion. Amy parlera également de cette initiative durant sa présentation. Et c'est quelque chose que nous faisons dans différents domaines également. Nous nous efforçons toujours d'avoir une meilleure coordination de ce qui se passe au niveau provincial et de faire la coordination avec ce qui se fait au niveau national, ce qui devrait sans aucun doute améliorer l'efficacité de notre investissement. En conclusion, j'aimerais remercier nos partenaires investisseurs dans la grappe de recherche laitière et dans les autres activités de recherche, soit Agriculture agroalimentaire canadien, la Commission canadienne du lait, le Réseau laitier canadien et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Les sommes investies par les PLC dans la recherche sont soutenues par des contributions équivalentes selon un rapport de 1:3, ce qui représente une enveloppe totale de 18,8 millions de dollars. Cela nous permet de faire des pas de géant en matière d'innovation en production laitière. Par ailleurs, Agriculture et agroalimentaire Canada a récemment approuvé un investissement supplémentaire de 1,8 million de dollars dans 4 projets visant à hausser l'énergie obtenue des fourrages canadiens servis aux vaches, 2. Étudier la synergie nutritionnelle entre les produits laitiers et d'autres nutriments alimentaires, 3. Étudier les possibilités de réduire la teneur en sodium des fromages et finalement déterminer les meilleures sources de vitamine B12 dans les produits laitiers, de la ferme à l'assiette. Nous continuons à apprécier le soutien que nous recevons en matière de financement, ce qui nous permet d'avoir un financement substantiel et ce qui nous permet d'abattre beaucoup de travail fort important dans ce domaine. Là-dessus, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Merci de votre attention et je nous souhaite une conférence très productive. Merci. Merci. De grosses annonces, de bonnes nouvelles. Un avenir fort intéressant et fort excitant pour la recherche laitière. J'invite maintenant Isabelle et Amy à nous parler, à nous donner les détails des événements à venir. Je vais commencer ma présentation en français et je vais, à peu près à mi-chemin, je vais passer à l'anglais. Alors, de mon côté, je vais dresser un portrait actuel de notre programme de recherche et de transfert des connaissances aux producteurs laitiers du Canada, et particulièrement en ce qui a trait à la grappe laitière, notre principal programme d'activité de recherche. Et je vais ensuite laisser la parole à Amy pour enchaîner et nous expliquer ce qui va suivre dans le futur, dans les prochaines étapes avec nos programmes de recherche. Donc, depuis un an, la recherche sur la production laitière et celle sur la nutrition humaine ont été regroupées sous le service de la nutrition, donc il y a eu quand même, c'est un changement significatif pour nous. Donc, je vous présente l'équipe que nous avons maintenant regroupée pour le programme de recherche. Alors, bon, il y a évidemment moi qui est directrice de la nutrition. Ensuite, Maria Kalergis, qui est responsable des affaires scientifiques en lien avec la nutrition, qui est ici dans la salle. Vous aurez une chance de lui parler si vous ne la connaissez pas déjà. Amy Desilets, qui est la directrice adjointe recherche en production laitière et qui également gère le programme de grappe de recherche laitière. Annick L'Espérance, qui est la coordonnatrice de programme pour la grappe de recherche laitière, qui est également dans la salle avec nous, et Shelley Crabtree, qu'on a vu plus tôt, qui est notre spécialiste des communications sur la recherche. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a accueilli ce changement, parce que, selon nous, ça facilite les interactions et
la cohésion entre les recherches de nutrition et de production laitière. On voit qu'il y a de plus en plus de synergie qui peut se faire entre ces recherches-là. Alors pour ceux et celles qui sont moins familiers avec notre organisation, qui sommes-nous, les producteurs laitiers du Canada? Eh bien, on représente les producteurs laitiers à travers le Canada. Nous sommes un organisme dirigé par des producteurs, pour des producteurs, et nous sommes la voix des producteurs laitiers du Canada. Et les producteurs laitiers mettent tout en œuvre pour assembler les conditions stables qui favorisent l'industrie laitière canadienne d'aujourd'hui et de demain. Ils travaillent à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité des fermes laitières et à promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers croient en l'importance de la recherche et investissent depuis longtemps en recherche, autant production laitière que nutrition. En fait, ils financent des travaux de recherche depuis 30 ans et aujourd'hui, ils investissent chaque année environ 2 millions de dollars dans la recherche consacrée à la nutrition humaine et à la production laitière. Grâce à nos divers partenariats, la valeur des travaux de recherche générés l'an dernier par le financement octroyé par les producteurs laitiers du Canada était de 6,6 millions. Et ça, c'est sans compter toutes les initiatives de recherche et de transfert réalisées par les organismes laitiers au niveau provincial. Donc, c'est très significatif. Ce financement sert chaque année à s'attaquer aux 4 domaines prioritaires de recherche des producteurs sur la production laitière et sur la nutrition et la santé humaine, qui sont Proaction, la productivité et l'efficacité des fermes, la durabilité et la nutrition humaine. Et sous le thème Recherche laitière pour un monde en santé, le programme de recherche des PLC vise à améliorer la santé de nos vaches, de notre environnement et de nos consommateurs. Les PLC maximisent leur investissement grâce à des partenariats avec les gouvernements et avec d'autres organisations dans le cadre de programmes de financement majeurs, notamment le programme Innovation d'agriculture Agri-Food Canada pour la grappe de recherche laitière et la grappe scientifique biologique. Mais on a aussi le concours annuel pour la recherche en nutrition humaine des producteurs laitiers du Canada, des subventions de professeurs-chercheurs industriels du CRSNG et le concours public du comité DairyGen du réseau laitier canadien. Le concours annuel du comité consultatif scientifique sur la production laitière des PLC, qu'on appelle communément PISAC, quant à lui, a été suspendu de façon temporaire en raison d'un manque de fonds et on espère pouvoir redémarrer ce programme dans un futur prochain. Donc, je vais passer cette diapo car David en a parlé assez abondamment. Donc, les producteurs laitiers... I'll switch to English now. Je vais maintenant passer à l'anglais. Alors, si vous avez besoin de mettre vos écouteurs vers le français, je vous donne quelques secondes. Alors, le programme de recherche des PLC appuie à l'heure actuelle 45 activités de recherche qui impliquent quelques 144 scientifiques de 13 universités canadiennes et de 10 centres de recherche fédéraux de partout au pays. Et c'est pas mal impressionnant. De plus, 130 étudiants des cycles supérieurs et boursiers postdoctoraux seront formés au cours des 5 prochaines années. Le programme soutient également un important plan de communication et de transfert des connaissances dont Shelley vous parlera dans quelques minutes. Je vais maintenant vous parler de nos activités de communication et de transfert des connaissances et des technologies qui font désormais partie de notre programme de recherche. Nous avons plusieurs activités pour nous assurer de ce transfert des connaissances et des technologies à partir des études que nous finançons. Nous avons le portail canadien de la recherche laitière qui contient des renseignements sur plus de 2000 chercheurs canadiens et collaborateurs canadiens et internationaux et sur plus de 520 projets financés par les PLC depuis 1996. Le nombre d'utilisateurs sur le site a doublé l'an dernier. Nous avons un nombre moyen de visites mensuelles de presque 500
tandis que plus de 20 000 pages ont été visionnées au cours de l'année. Nous avons également le site Savoir laitier sur la nutrition laitière pour les professionnels de la santé et qui figure sur le site web des PLC. Nous avons le blog sur la recherche laitière. Nous publions 2 à 5 articles par mois qui sont envoyés à quelques 150 abonnés. Nous utilisons également la chaîne YouTube. Nous avons publié 25 vidéos sur la chaîne YouTube de la grappe de recherche laitière sur des sujets comme le bien-être des animaux, l'analyse du cycle de vie, les résultats de recherche en nutrition et plus encore. Et finalement, nous sommes très présents chaque semaine dans les médias sociaux, particulièrement sur Twitter, et nous avons presque 11 000 abonnés. En plus du matériel de promotion et des documents d'information qui sont imprimés pour la grappe, nous écrivons de 50 à 60 articles par année dans une optique de transfert des connaissances et que ces articles sont parfois écrits en collaboration avec des chercheurs, paraissent dans diverses publications. Nous publions également le bulletin Info, recherche laitière, une mise à jour de la recherche par voie électronique. Enfin, nous participons à plusieurs conférences de producteurs à chaque année avec notre kiosque sur la recherche, soit de 8 à 12 conférences. Nous fournissons parfois un soutien pour l'élaboration de documents distribués durant ces assemblées et nous coordonnons ou organisons la production de vidéos et de webinaires pour communiquer les résultats des études. Nous avons divers outils à notre disposition dans le cadre de ce programme de communication sur la nutrition humaine pour communiquer les résultats favorables. Par exemple, le bulletin de nouvelles pour les professionnels de la santé, notre site web et le symposium annuel sur la recherche laitière pour les professionnels de la santé. Alors, nous avons 4 étapes dans notre processus de recherche. D'abord, l'identification des enjeux, l'établissement des priorités, après quoi nous faisons un appel à des propositions suivies d'un processus de sélection en 2 étapes. D'abord, la pertinence pour les producteurs laitiers, l'évaluation de la valeur scientifique et une évaluation par les pairs. 3e étape, la soumission d'une demande à une organisation de financement, un processus de révision à cette étape-là également. Et finalement, lorsque le projet est accepté, il passe devant un comité d'éthique des différents établissements participants et ensuite signature d'une entente entre les diverses parties. Étant donné notre réussite et l'appréciation de notre programme, nous espérons que le gouvernement va renouveler cette initiative de la grappe de recherche laitière ou va nous offrir un programme de recherche similaire une fois que le programme de la grappe se terminera. Nous continuons à être très optimistes. Alors, en prévision de ceci, nous avons déjà commencé à nous préparer pour la fin du programme Cultivons l'avenir de. Et c'est Amy qui va nous en parler. Merci Isabelle. Je ferai ma présentation en français. Fait l'état de la situation de nos activités actuelles dans le cadre de la recherche laitière et du transfert de connaissances. Donc moi, avant quand même de vous présenter ce qui est au programme pour 2016, j'aimerais ça faire un bref retour sur la campagne « Ayez votre mot à dire » sur la recherche laitière que nous avons menée là, tout au long de 2015. Via un sondage électronique, nous avons demandé à des producteurs laitiers et aussi à d'autres intervenants de l'industrie de se prononcer sur la recherche canadienne de 3 façons. Soit en identifiant une problématique qu'ils aimeraient voir résoudre, soit en posant une question à un chercheur ou en déterminant l'enjeu qu'ils considèrent prioritaire pour le futur de l'industrie. Avec ce kiosque et cet outil-là, on a participé à une 15aine de rencontres à travers le pays. Je dirais, implique principalement Shelley qui est ici. Donc, elle a voyagé beaucoup cette année pour aller à la rencontre des producteurs, afin vraiment d'engager la discussion là, sur le sujet de la recherche, puis promouvoir la participation au sondage. Donc, les
Les répondants, ils représentaient vraiment différents secteurs de notre industrie. Dans ceux qui ont participé au sondage, il y en avait 61% qui étaient des producteurs laitiers. C'est un résultat, dans le fond, qu'on est très satisfait parce que c'était quand même eux qui constituaient là, notre principal public cible. Les réponses obtenues étaient très, très variées et souvent basées, je dirais, sur les préoccupations individuelles des participants. Cette semaine, dans le cadre de la conférence annuelle politique laitière, nous avons consulté aussi nos producteurs délégués, à savoir quelles sont les réponses qui, collectivement, sont les plus importantes pour assurer la pérennité de notre industrie dans le futur. L'ensemble de toutes ces réponses-là, ça va quand même continuer à être compilé, puis ça va servir un peu de base de discussion, je dirais, pour la suite des choses, puis pour éventuellement redéfinir nos priorités de recherche qui datent en fait depuis 2011. Donc, Isabelle présentait les étapes juste avant, là on est comme à recommencer le cycle. Mais les PLC, cette fois-ci, ils veulent aller un peu plus loin. On ne veut pas seulement définir des priorités de recherche. Ils veulent élaborer, en collaboration avec les organismes laitiers provinciaux, une stratégie nationale pour la recherche et le transfert de connaissances, et ça en production laitière et en nutrition humaine. Donc, cette stratégie-là, ça reflèterait premièrement, comme Isabelle a parlé, la nouvelle, un peu notre nouvelle structure, que la recherche en production en nutrition sont sous le même, travaillent vraiment maintenant de concert. Pour vous de l'extérieur, peut-être ça paraissait pas, mais pour nous à l'intérieur, c'est vraiment quand même un changement majeur à nos façons de faire. Puis on est convaincu que c'est pour le mieux. Ça va aussi dans le sens de d'autres initiatives au niveau des PLC où maintenant, au niveau national, il y a vraiment un effort qui est fait pour impliquer plus concrètement nos membres provinciaux dans les dossiers, même qui sont peut-être, moi je dirais, menés peut-être par les PLC, mais on veut vraiment maintenant mettre j'ai aimé l'expression d'un de mes collègues, là, de mettre nos membres provinciaux dans le driver's seat avec nous. Donc, ça s'implique, ça s'intègre un peu dans ce nouveau mouvement-là, je dirais. Donc, pour en revenir à cette stratégie sur la recherche et le transfert de connaissances, elle visera donc à faciliter la communication, améliorer la coordination et maximiser les collaborations entre les organisations laitières nationales et provinciales en ce qui concerne la planification et la réalisation des activités de recherche et des activités de transfert. Tout ça, évidemment, dans le but d'éviter la duplication des efforts de recherche et d'optimiser l'ensemble des investissements. Bon, il va de soi que la stratégie doit faire en sorte que les activités de recherche et de transfert soutiennent l'efficacité et le développement durable des fermes, qu'elles stimulent l'innovation, qu'elles bonifient des programmes menés par les producteurs comme le ProAction et qu'elles fournissent des découvertes crédibles et convaincantes sur les bienfaits des produits laitiers sur la santé. Les PLC recommandent donc de mettre en place une coordination à l'échelle nationale et d'établir une stratégie conjointe, tout en laissant les provinces continuer à gérer leurs propres programmes de recherche. Pour ce faire, les producteurs laitiers du Canada établiront une nouvelle structure de gouvernance et mettront sur pied le Conseil canadien de recherche laitière, qui relèvera du conseil d'administration des PLC. Le premier mandat de ce CCRL consistera évidemment à développer la stratégie nationale sur la recherche laitière et le transfert de connaissances. Le CCRL sera composé de 5 membres du conseil d'administration des PLC et de membres des employés de chacune des provinces et aussi des employés, évidemment, là, de l'équipe de recherche au PLC ici. Comme on est on est quand même au début du processus, j'aurais peut-être dû inclure ici que ce comité-là sera quand même assisté ou recevra des recommandations. En dessous, on pourrait voir dessiner les comités techniques de recherche qui existent déjà, des experts en nutrition et en production laitière. Éventuellement, quand les choses évolueront, là, on pense qu'il y aura
il y aura aussi le besoin de créer un comité peut-être qui s'occuperait plus du transfert. Mais je dirais qu'on est moins avancé au niveau de ce côté-là des choses. Donc, les principaux échéanciers du plan d'action qui a été approuvé par le conseil d'administration des PLC pour l'élaboration de la stratégie, bien, c'est premièrement là, la création de ce Conseil canadien de recherche laitière imminemment. Là, c'est des choses qui viennent d'être discutées cette semaine lors de notre conférence de politique. En février 2016, il se tiendra une session de consultation avec l'ensemble des intervenants de l'industrie pour justement, si on peut dire, construire, là, étoffer vraiment de quoi sera, qu'est-ce que contiendra concrètement la stratégie. L'objectif est de présenter la stratégie nationale pour la recherche laitière au Conseil général des PLC en juillet de cette année, lors de l'Assemblée générale annuelle, et de présenter la stratégie nationale pour le transfert des connaissances au Conseil général des PLC lors de la prochaine conférence annuelle de politique en février 2017. Comme vous pouvez le constater quand même, notre plan d'action s'enligne quand même bien avec ce qu'on anticipe pour la période post-Cultivons l'avenir 2. On a eu des rencontres plus tôt cette semaine avec les gens d'Agriculture Canada et il semble que le renouvellement d'un programme comparable au GRAP, disons, semble quelque chose de probable. Donc, nous voyons ça de façon très positive et allons entamer là, le processus, nous, pour se préparer d'avance comme on l'avait fait dans le cadre de la dernière GRAP. Donc, en fonction du plan d'action qui est présenté ici, nous, on vise à lancer un appel d'offres pour des propositions en projet déjà d'ici la fin de 2016 ou là, au plus tard au début de 2017. Donc, bien évidemment que nous vous tiendrons, vous les chercheurs, bien informés de ce nouvel appel d'offres. Donc, je vous remercie de votre attention, puis je pourrais prendre des questions. We have time for a few questions. Nous aurions du temps pour quelques questions. Avez-vous des questions sur la présentation qui a été faite? Beaucoup de nouveaux renseignements. Sentez-vous bien à l'aise? Est-ce qu'on a quoi que ce soit en ligne? Mathieu, Annick, tout est beau? Merci beaucoup, mesdames. Excellent travail. Une interaction fort intéressante. Toute l'équipe est emballée par ce nouvel axe, cette nouvelle direction, nouvelle orientation pour notre recherche. Et maintenant, parlons nutrition et santé. J'invite nos conférenciers, notre panel à se joindre à moi à l'avant et je présenterai chacun avant sa présentation. And is Dr. Whaler here? Yes? Okay, wonderful. So it's great to have the nutrition and health. Alors, il est formidable d'accueillir les chercheurs en santé et nutrition. Vous aurez l'occasion de les interroger au sujet de leur recherche. Le gros de la recherche est financé dans la GRAP. Financé avec des partenaires de l'industrie, par le biais des PLC et d'autres partenaires dans les provinces. Donc, Dr. Chouinard va nous présenter un petit peu le lien de la vache jusqu'à la table, puis qu'est-ce qui se passe dans le lait. Alors, je vais introduire notre premier panéliste, Dr. Drouin-Chartier de l'Université Laval, un nutritionniste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, détient une maîtrise en nutrition de l'Université Laval et doctorant en médecine expérimentale sous la direction de Dr. Patrick Couture et Benoît Lamarche. Dans le cadre de son doctorat, il travaille principalement sur le métabolisme intestinal du cholestérol ainsi que sur les produits laitiers. Donc, j'invite Dr. Chartier. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais discuter avec vous de
produits laitiers et de santé cardiovasculaire, un petit peu au nom de mes directeurs de recherche, là, Benoît Lamarche et Patrick Couture. Donc, les recommandations alimentaires actuelles en termes de prévention des maladies cardiovasculaires axent beaucoup sur la diminution de la consommation des gras saturés qui sont associés à l'augmentation du mauvais cholestérol, le cholestérol LDL, afin de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Les produits laitiers, les recommandations qui sont émises actuellement suggèrent la consommation de lait 1 à 2 % comparativement au lait entier 3,25 ainsi que les formes, on peut dire, réduites en graisse des autres produits laitiers comme le fromage ou le yogourt. Aux États-Unis, c'est à peu près le même message qui est transmis actuellement. Cependant, lorsqu'on scrute la littérature scientifique, on va trouver des études qui vont montrer que les produits laitiers sont associés avec favorablement, donc diminution du risque de maladies cardiovasculaires. On peut aussi en trouver qui montrent que les produits laitiers augmentent le risque cardiovasculaire et plusieurs autres études qui montrent que les produits laitiers n'ont aucun effet sur la santé cardiovasculaire. Donc, la question qu'on s'est posée dans la dernière année peut sembler simple, mais qui est assez complexe à répondre. Est-ce que la consommation de produits laitiers est favorable, neutre ou néfaste vis-à-vis de la santé cardiovasculaire? Donc, on a tenté de faire un portrait global pour répondre à cette question-là, et on est allé en deux temps. Donc, tout d'abord, on a fait une évaluation systématique des évidences épidémiologiques. Donc, on est allé rechercher toutes les méta-analyses d'études épidémiologiques. Pour information, les méta-analyses, lorsqu'on veut faire un portrait global, c'est les évidences de plus haute qualité qui permettent de faire un tel exercice. Donc, on est allé chercher toutes ces études-là qui associaient la consommation de produits laitiers au risque de maladies cardiovasculaires, au risque de maladies coronariennes, aux AVC, à l'hypertension, au syndrome métabolique, ainsi qu'au diabète de type 2. Dans un deuxième temps, on est allé voir les évidences cliniques. Donc, dans tous les essais contrôlés randomisés, on a fait une revue de ces études-là pour évaluer l'effet de la consommation de produits laitiers sous différentes formes sur les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, tout d'abord, par rapport aux évidences épidémiologiques, cette étude-là est actuellement en révision à Advanced in Nutrition. Donc, qu'est-ce qu'on a recensé? On parle de 19 méta-analyses qui, entre elles, englobent environ 120 études épidémiologiques. C'est, à notre avis, l'ensemble de la littérature épidémiologique sur la santé cardiovasculaire et les produits laitiers qu'on a recensés. Donc, comme vous pouvez voir dans le tableau ici, plusieurs conclusions ressortent de ce tableau-là. D'abord, vous pouvez voir qu'à aucun endroit, la consommation de produits laitiers, de toute forme soit-elle, est associée à une augmentation ou est associée de façon néfaste à la santé cardiovasculaire. Deuxièmement, lorsqu'on regarde ce tableau-là par ligne, on peut voir que la consommation totale de produits laitiers est associée à une diminution de risque pour les ACV, l'hypertension, le syndrome métabolique et le diabète de type 2. Autre constat très intéressant, lorsqu'on regarde la consommation de produits laitiers riches en gras, on peut voir encore une fois que les grands consommateurs de produits laitiers riches en gras ne sont pas plus à risque de maladies cardiovasculaires, bien qu'ils ont un apport plus élevé en gras saturés. Les grands consommateurs de produits laitiers faibles en gras, eux autres, semblent avoir quelques avantages au niveau du risque d'AVC ainsi que du risque d'hypertension et de diabète de type 2. Un point important, lorsqu'on compare la ligne 2 et 3 des grands consommateurs de produits laitiers riches en gras aux grands consommateurs de produits laitiers faibles en gras, en fait, ces deux lignes-là ne peuvent pas se comparer entre elles. Donc, on semble voir qu'il y a un avantage à la consommation de produits laitiers faibles en gras. Il n'y a aucune étude épidémiologique qui a vraiment comparé qu'est-ce que ça fait de substituer des produits laitiers riches en gras pour les produits laitiers plus faibles en gras sur la santé cardiovasculaire. Autre constat intéressant, lorsqu'on regarde la consommation de lait, qui est un produit laitier généralement faible en gras, on parle de 0 à 3 % environ, on peut voir des bénéfices sur la santé cardiovasculaire au niveau de l'hypertension ainsi que du syndrome métabolique. Le fromage, lui, beaucoup plus riche en gras saturés, offre aussi des bénéfices par rapport aux AVC et au diabète de type 2. Simplement, on pourrait dire C2,2 pour un produit laitier typiquement faible en gras versus un produit laitier qui est plus riche en gras. Donc, est-ce que les gras saturés de produits laitiers sont néfastes? Clairement, cette étude-là
on ne peut pas conclure ça avec cette étude-là. Donc c'est ça. On peut aussi voir qu'il y a beaucoup de cases qu'on a laissées incertaines. Ces cases-là, c'était lorsque des études, il y avait à quantité de sujets égales et qualité égale, montraient soit des avantages, une autre étude montrait des désavantages, d'autres, il n'y avait pas d'études, donc il y a encore un gros travail à faire lorsqu'on parle des maladies cardiovasculaires totales ou le syndrome métabolique en termes d'études épidémiologiques. On arrive maintenant aux évidences cliniques, qui est aussi un manuscrit qui est actuellement en révision. Donc, on a recensé une centaine d'études cliniques qui ont, encore une fois, évalué la consommation de produits laitiers de toutes sortes, la consommation totale versus pas de produits laitiers, consommation de lait, du fromage, des comparaisons entre elles, sur différents facteurs de risque. On parle des lipides sanguins, donc tout ce qui touche le cholestérol, le bon, le mauvais, et les différents ratios utilisés pour évaluer la santé cardiovasculaire. L'inflammation, la résistance à l'insuline, la pression artérielle, la fonction endothéliale, la fonction hémostatique. Ces facteurs de risque-là, certains sont plus conventionnels, d'autres sont plus émergents, mais on a décidé de les prendre dans l'ensemble pour vraiment avoir un portrait global de l'effet de la consommation de produits laitiers sur ces différents facteurs de risque et la santé cardio-métabolique. Le constat, très similaire au précédent, la consommation de produits laitiers ne semble pas augmenter les niveaux de cholestérol sanguin, pas d'effet sur l'inflammation, pas d'effet sur la résistance à l'insuline, et etc. Donc, je reviens à ma question de départ. Est-ce que la consommation de produits laitiers est favorable, neutre ou néfaste vis-à-vis de la santé cardiovasculaire? Donc, 4 grandes conclusions. Actuellement, il n'y a aucune évidence de haute qualité qui suggère que la consommation de produits laitiers est néfaste pour la santé cardiovasculaire. À l'inverse, il y a de nombreuses évidences de haute qualité, tant épidémiologiques que cliniques, qui montrent que la consommation de produits laitiers est soit neutre, soit bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Troisième point, les évidences actuelles soutiennent certainement l'inclusion des produits laitiers au sein d'une saine alimentation. Cependant, à notre avis, recommander la consommation de produits laitiers réduits en gras versus des produits laitiers entiers n'est actuellement pas soutenu par des évidences. Ce qui est très important si on veut avoir un guide alimentaire canadien soutenu scientifiquement. Donc, pour le futur, dans le laboratoire des docteurs Lamarche et Couture, on va s'intéresser beaucoup à est-ce que la matrice des produits laitiers influence leur impact sur la santé cardiovasculaire. Donc, est-ce que consommer des gras saturés qui sont entourés de protéines et de minéraux sous une matrice solide, comme dans le fromage, a un impact différent que dans le lait, que c'est liquide, ou dans le beurre, où c'est seulement des gras saturés? Actuellement, il y a 3 études cliniques qui sont en cours, qui vont démarrer prochainement, qui sont soutenues par la grappe de recherche laitière. La première qui est en cours vise à comparer l'effet d'une alimentation riche en fromage versus une alimentation riche en beurre sur les niveaux de cholestérol HDL, soit le bon cholestérol, ainsi que les autres facteurs de risque. Donc, avec nos participants, on les nourrit pendant plusieurs semaines avec différentes diètes que vous pouvez voir ici, riches en fromage, riches en beurre, riches en glucides, riches en gras polyinsaturés, riches en gras monoinsaturés. Avec ce design-là qui est assez complexe comme étude clinique, on va être capable d'évaluer si le fromage a des avantages comparativement au beurre et si une alimentation riche en fromage a les mêmes bénéfices pour la santé que d'autres alimentations qui sont reconnues comme étant bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. 2 autres études cliniques en cours. On va comparer est-ce que les différents types de fromage, un fromage plus solide comme le cheddar versus le fromage à la crème, a les mêmes impacts après un repas sur les niveaux de cholestérol dans le sang. Et finalement, la dernière étude qui va démarrer sous peu, on vise à comparer l'effet d'un fromage GABA enrichi en GABA, qui a montré des bénéfices pour la santé cardiovasculaire, versus le lait qui, comme vous avez pu voir tantôt, a clairement semble avoir beaucoup de bénéfices pour la pression artérielle. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller chercher le même effet avec ce fromage-là, comparativement au lait? Donc, l'ensemble de ces projets-là ont demandé la collaboration d'environ une vingtaine de chercheurs avec des collaborations partout au Canada, ainsi que on est plus de 16 étudiants à travailler sur ces projets-là. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se passent à l'INAF dans l'équipe des docteurs Lamarche et Couture actuellement. Donc, merci beaucoup, merci à tous et je
pense qu'on va prendre les questions après. Alors, merci beaucoup. On va garder les questions à la fin, comme ça on peut faire un échange questions-réponses avec nos 4 panélistes. Ensuite, la prochaine, merci beaucoup encore. Prochaine panéliste, Dr. Anthony Hanley is at the University of Toronto. Le docteur Hanley est à l'Université de Toronto, professeur à l'Université de Toronto et chercheur adjoint au Centre de recherche sur le diabète à l'hôpital Mont-Sinaï. On se penche sur l'étude épidémiologique du diabète de type 2 et des troubles liés à cela dans des populations diverses. Thank you, Shelley. Merci Shelley pour ces gentils mots de présentation. Merci à tous de l'invitation de venir comparaître devant vous, vous soumettre de la recherche que j'ai faite. Donc, voici la trame de mon topo. Je vais traiter du diabète de type 2 et du rôle joué par les produits laitiers dans le développement de cet état. Et nous allons donc avoir une vision générale, vue d'ensemble de la littérature, ce que ça nous dit, les écrits sur la recherche qui a été faite. Je vais vous parler du travail de mon groupe, notamment en matière d'acides gras dans la circulation et leur impact sur des troubles de santé qui sous-tendent le diabète. Et à la fin, on regardera des orientations futures. Alors, ce groupe sait très bien que la consommation de produits laitiers est inférieure aux recommandations. Ça, ce sont des données du sondage canadien sur la santé. On voit dans le tableau la proportion de sous-consommation par différents groupes. Les hommes en rouge, c'est les femmes, et vous voyez qu'il y a sous-consommation sur tous les plans, et particulièrement chez les adolescentes et chez les personnes plus âgées. On voit aussi les données ici de la part du ministre de l'Agriculture. Aux États-Unis, on voit une baisse de la consommation de lait au fil du temps pour l'ensemble des boissons laitières, le lait entier, et il y a eu une baisse de lait à teneur réduite en gras, mais ça a atteint un plateau maintenant. Alors, on a vu aussi la prévalence du diabète qui a adopté une orientation contraire. Et ça, c'est la carte de la Fédération internationale de prévention du diabète. Le Canada vient d'accueillir leur réunion internationale à Vancouver en décembre. Certains des producteurs laitiers y étaient. Ce qu'on voit sur cette carte, ce sont des chiffres absolus de personnes ayant du diabète. Et en plus foncé, on voit une plus forte proportion. Et vous voyez, comme on peut bien l'imaginer, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui souffrent de diabète, mais ce qu'on voit aussi dans cette carte, c'est que c'est en fait un phénomène mondialisé. Nous avons du diabète partout au monde. Particulièrement, nous voyons le problème qui s'aggrave dans les pays en développement, la Chine, l'Inde. Imaginez un peu les répercussions sur ces économies au fur et à mesure que cette épidémie du diabète se propage dans ces pays, avec toutes les complications qui en découlent. Ça va poser de véritables problèmes. Le message important ici, le diabète est présent presque partout au monde. Éclaircissement, il s'agit surtout de diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète adulte ou non dépendant de l'insuline. Ça représente quelques 90% du fardeau de diabète à l'échelle mondiale. Il y a quelques points chauds pour le diabète de type 1. La Finlande, le pays d'origine de ma femme, est un endroit où le diabète de type 1 est très présent. Mais quand on regarde l'émergence du diabète, c'est surtout le type 2. Et la Fédération internationale estime qu'il y a environ 400 millions de personnes qui vivent avec le diabète, et d'ici 2035, on va atteindre presque 600 millions de personnes. Question simple, peut-être un peu naïve. On voit la consommation de produits laitiers et le diabète de type 2 dans des directions opposées. Y a-t-il un lien? Comment est-ce qu'on étudie ça en tant que chercheur scientifique? Pour les chercheurs scientifiques dans la salle, ça va être une énorme simplification de ce que nous faisons, mais il y a deux grandes catégories
recherche scientifique, des études de base ou mécanismes, ça se fait en laboratoire avec des cultures de cellules ou des modèles animaux. Puis il y a des études chez les humains, y compris des études d'observation et des études randomisées ou aléatoires. Je vais vous parler des deux derniers types d'études plus tard. Jean-Philippe, dans sa présentation, à un instant, a parlé de ces différents types d'études aussi. Je vous encourage aussi, dans des réunions comme ceci, à conclure. Bon, les gens vont vous dire, les chercheurs scientifiques, mes très gentils collègues vont vous dire que certaines études sont plus valables que d'autres. On peut faire fi de certaines études en faveur de certains autres, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que tous les types d'études sont nécessaires. La science finit par en arriver à une réponse en rassemblant différents morceaux du casse-tête. Et les morceaux du casse-tête vont venir des modèles animaux, des essais sur le terrain, des études d'observation. Tout ça, ça compte. Les études d'observation sont définies en gros par la notion qu'il n'y a pas d'intervention, c'est-à-dire qu'on mesure les participants, on prend des échantillons de sang, des mesures, et on suit les gens au fil du temps pour voir si oui ou non un résultat se produit. Dans le cas du diabète, pour moi, et Jean-Philippe plus s'intéresser aux maladies cardiovasculaires. Ce sont de plus vastes études, des études à plus long terme que de simples essais, mais c'est tout de même limité. Ça, je vais y revenir. Les études aléatoires, par contre, l'exposition est contrôlée par l'attribution d'un traitement de façon aléatoire à un groupe d'essais, un groupe de contrôle. Et donc, ce qui découle d'une étude randomisée, c'est perçu comme étant beaucoup plus sérieux parce qu'on contrôle l'intervention et on enlève le plus grave problème dans une étude d'observation, c'est-à-dire la notion qu'on peut confondre à quoi sont dus les résultats. Alors, une des choses qui se produit quand je mange à l'Action de grâce avec la famille, bon, ceux qui ne sont pas chercheurs dans la famille disent les études se contredisent. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Eh bien, Jean-Philippe a très bien expliqué ce que c'est que la méta-analyse. Et dans les documents dont il parlait, ce sont des documents des plus importants parce que on fait un examen de la méta-analyse. Et je serais très intéressée de voir ça quand ça va sortir. Mais revenons un peu sur ce que c'est qu'une méta-analyse. Il s'agit d'une approche statistique qui permet de combiner les résultats de diverses études. Et l'autre chose à garder à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit jamais que d'une seule étude. Bon, aux nouvelles. Et je m'en prends pas aux journalistes, ils ont une tâche à accomplir. C'est entendu, et parfois l'enthousiasme, l'engouement par rapport à une seule étude, ça découle des bureaux médiatiques des universités, ça peut découler des chercheurs scientifiques eux-mêmes qui font grand plat de leurs résultats. Mais avec une méta-analyse, on peut prendre l'ensemble des preuves qui existent, et Jean-Philippe vous a parlé de ce qui se fait dans le domaine de la santé cardiovasculaire. On combine tout ça avec des méthodes statistiques pour voir où on en est aujourd'hui avec toutes les preuves à l'appui. Il y a bien des avantages, on a plus de pouvoir statistique, on a plus de précision pour certains sous-groupes, mais ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que les méta-analyses dépendent de la qualité des études. Donc, si les données sont inexactes au départ, les résultats seront nécessairement erronés. Alors, ce que nous disent les méta-analyses quant aux études sur la consommation de produits laitiers et les risques de diabète de type 2. Ne soyez pas alarmés si vous n'avez pas l'habitude de voir de tels résultats. Je vais vous expliquer tout ça, mais là, c'est la principale constatation qu'on voit en méta-analyse. Si vous êtes un photographe, c'est là que c'est le cliché qui fait où est l'argent. Alors, on a là les dates, les noms, ce sont les identités de toutes ces études qui sont allées dans la méta-analyse. À droite, vous voyez des chiffres avec des parenthèses. Premier chiffre, c'est le risque relatif. Si c'est supérieur à 1, c'est comme de dire que l'exposition, les produits laitiers totaux sont associés à un risque plus élevé du résultat, le diabète de type 2. Et si c'est moins de 1, il y a un risque plus faible. Et ce qu'on voit entre parenthèses, c'est le degré de précision. À quel point est-ce qu'on est sûr de ce résultat? Et au milieu, ces boîtes sont des représentations graphiques de ces données. Plus la boîte est importante, plus on voit que c'était une étude plus vaste et puis on n'a plus donc tous les petits points. Et ce qui est jaune, c'est quand on prend le tout. Cette méta-analyse nous suggère que la consommation totale de produits laitiers se rattache à un risque plus faible
de diabète de type 2. Ce qui est bon dans le travail de Jean-Philippe, c'est qu'il y a toutes sortes de méta-analyses qui existent et on les fusionne tous. C'est ce que vous voyez dans cette prochaine diapositive. On a d'autres méta-analyses de consommation de produits laitiers et diabète de type 2 et le récit est très semblable. Les deux en haut, ce sont d'autres méta-analyses qui suggèrent encore un risque inférieur de diabète de type 2 avec une augmentation de la consommation de produits laitiers. Une analyse plus récente était plus neutre, ne montrait pas d'effet ni dans un sens ni dans l'autre, mais on avait là 3 études de nouvelles cohortes qui venaient d'être publiées, qui donnaient des résultats neutres, et c'est ce qui a eu cette incidence. Alors en résumé, qu'est-ce que nous savons sur les méta-analyses des études d'observation? C'est que la consommation de produits laitiers totaux et le risque de développer de diabète de type 2, c'est qu'il y a une relation inverse, c'est-à-dire un degré de protection. L'étude la plus récente montre un impact nul, mais a été fortement influencée par les conclusions nulles de 3 cohortes importantes. Et je pourrais vous expliquer plus tard, si vous voulez me parler en coulisses, que c'était très technique. Alors, qu'en est-il des produits laitiers précis, le lait, le fromage, le yogourt? Là, les conclusions sont plus variées. On voit une relation de protection importante pour le yogourt, les produits laitiers à teneur réduite en gras dans certaines méta-analyses, mais pas toutes. Ici, c'est un résultat précis. On n'a pas besoin d'aller dans tout le détail parce que c'est très complexe, mais ici, on voit le fromage, les produits laitiers à teneur réduite en gras, et on voit là un risque inférieur de diabète de type 2 et des résultats neutres pour les autres sous-types. Par contre, cette dernière méta-analyse qui était neutre dans l'ensemble montrait un effet protecteur pour le yogourt. Je n'ai qu'une seule diapositive qui porte sur les études randomisées. Jean-Philippe a bien expliqué où on en est à cet égard. Les résultats ne se penchent pas sur le diabète comme résultat en tant que tel, mais des facteurs à risque qui peuvent mener au diabète. Et ce que nous voyons jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas de changement significatif si on ajoute des produits laitiers dans ces essais par rapport au glucose, à l'insuline. Mais il peut y avoir de modestes augmentations de poids, mais encore une fois, dans l'ensemble, les preuves sont neutres. Et ce que je dois dire, c'est qu'il y a peu d'études dans ce domaine et il y a toute une variété de problèmes méthodologiques, durée de l'essai, type de produits laitiers employés, résultats mesurés. Très bien. Alors là, je vais dire quelques mots au sujet de mon propre programme. Il y a 2 concepts qui sont importants sur le plan conceptuel et qui ont une incidence sur ce qui se passe au sein de mon groupe. Alors tout d'abord, il y a que lorsque le diabète apparaît, une fois que le taux de sucre dans le sang atteint un niveau où le docteur ou l'infirmière vous diagnostique comme étant diabétique, ça y est, le mal est déjà fait. Et le mal va se propager pendant encore sans doute un certain temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les résultats de diabète, pour que les niveaux de sucre soient suffisamment élevés pour qu'on diagnostique le diabète, il y a eu tout un processus de choses qui se sont déroulées en arrière-plan auparavant. Des résultats, ce sont des résultats de troubles progressifs chroniques qui se sont développés au fil des ans et même des décennies. Alors, je vais vous dire comment on réagit à ça dans un instant. Deuxième enjeu, c'est que l'apport alimentaire est très difficile à mesurer, n'est-ce pas? Si on fait une enquête avec un questionnaire sur l'exposition dans des mines d'uranium et le cancer du poumon, en tant que chercheur, je sais à peu près quelle était l'exposition à ces agents carcinogènes dans la mine. Il y a des choses qui sont plus faciles à mesurer que d'autres, étant donné les propriétés de ce comportement ou de cette exposition. Le tabagisme, par exemple. On peut rattacher l'exposition à certaines doses et durées de cigarettes au long de la vie d'une personne. Mais l'apport dans le régime, c'est plus difficile. D'habitude, on se sert de questionnaires et en général, il y a des problèmes associés au questionnaire. D'abord, c'est très lourd pour les participants. Un bon questionnaire, c'est 250 questions. Ça prend une demi-heure à peu près. Les gens se tannent. Ce sont des bénévoles. Ils ont d'autres chats à fouetter. Et c'est très lourd. On arrive mieux à concevoir les questionnaires, des façons d'administrer ces questionnaires pour surmonter certains de ces défis, mais ça pose encore problème. Et en plus, le régime, c'est difficile de garder ça en mémoire. On peut se rappeler de certaines choses très précisément, mais qu'est-ce qu'on a mangé la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a mangé il y a un an?
c'est pas mal plus complexe. Alors on se fie à la mémoire et il peut y avoir certains partis pris qui peuvent se présenter, ça rend la tâche plus ardue. Et c'est une des raisons pour lesquelles le grand public, les médias, les chercheurs scientifiques sont franchement frustrés parce qu'on a des résultats très inégaux au sujet de la nutrition et la santé. Et un des facteurs, c'est que c'est extrêmement difficile à mesurer. Il y a beaucoup de bruit. Alors, comment surmonter de tels défis? Tout d'abord, la question de le mal est déjà fait. Mon groupe aborde ça en mettant l'accent sur certains éléments qui se présentent très tôt, bien avant le diabète. Et là, je fais allusion à l'insulinorésistance, c'est-à-dire un mauvais emploi de l'insuline dans le corps pour le fonctionnement normal. C'est comme un moteur qui a besoin d'une mise au point. Oui, il tourne, mais il tourne pas très bien. Et l'insulinorésistance a été diagnostiquée comme se produisant des décennies entières avant qu'on en arrive à un taux de diabète. Et il en va de même des cellules dans le pancréas qui produisent l'insuline. On pensait il y a des années que ça ne commençait pas à échouer avant très tard. Mais en fait, on voit que le dysfonctionnement des bêta-cellules, le mauvais fonctionnement, débute très très tôt aussi. Mon groupe étudie donc les patients avant l'apparition du diabète. Nous mesurons ces facteurs et nous tentons de rattacher ça à une exposition à certains contenus, comme par exemple à certains produits laitiers. Comment surmonter les difficultés à analyser le régime? On se sert maintenant de biomarqueurs alimentaires, des facteurs qu'on trouve dans le sang, dans les tissus adipeux, ce qui peut refléter l'apport alimentaire. Là, c'est important de dire que nous n'avons pas beaucoup de très bons biomarqueurs pour l'apport alimentaire, mais il y en a certains qui commencent à se dégager, qui pourront être utiles. Dans mon programme, dans cette grappe laitière, nous essayons de faire progresser notre compréhension du rôle des produits laitiers dans la prévention du diabète de type 2 par l'étude de l'impact des acides gras laitiers sur les traits physiologiques menant à l'apparition du diabète. Vous avez observé, les produits laitiers sont une matrice très complexe. Il y a des sucres, il y a des protéines et il y a aussi des gras dans toute une gamme. On a des gras monosaturés, des gras trans. Pendant bien des années, Jean-Philippe y a fait allusion dans sa présentation, on disait que ça c'était les vilains garnements. Mais ça change. On examine les preuves de plus près et on commence à constater que ça n'est pas tout à fait si simple. Il semble que les gras saturés et trans qui viennent des produits laitiers, tout au moins sont neutres. On présente peut-être même certains avantages. Le grand avantage que nous avons en tant que chercheurs, c'est que beaucoup des gras que nous trouvons dans les produits laitiers, une des choses compliquées quand on étudie les acides gras et ainsi de suite, c'est que c'est en partie produit à l'interne. L'acide palmitoléique peut être produit à l'interne, mais certaines qui viennent du lait sont tout à fait endogènes. S'ils sont en circulation, dans la circulation, on sait que ça vient de produits laitiers. Donc, ce sont de bons biomarqueurs. On voit que ce sont des gens qui ont consommé des produits laitiers à quel niveau. J'en énumère quelques-uns ici, sans vous donner tous les noms scientifiques. Les chercheurs dans la salle reconnaîtront certains de ces noms. Et je mets aussi là des références pour ceux que ça intéresse plus particulièrement. Maintenant, en plus d'être des biomarqueurs, il y a certaines indications comme quoi ils pourraient être bioactifs. Ils pourraient donc avoir une incidence sur certaines des caractéristiques dont j'ai parlé plus tôt. Je ne vais pas vous donner tout le détail ici, mais vous voyez certaines des preuves qui sont résumées ici. Et c'est intéressant, certains de ces acides gras pourraient jouer un rôle avantageux dans la résistance à l'insuline. Et ça, c'est un des éléments dont je vous ai parlé plus tôt. Là, j'ai presque terminé, mais je vais vous parler des résultats de la recherche au sein du groupe. Il y a quelques années, nous avons publié un article dans le journal de la nutrition clinique. C'était une étudiante à la maîtrise, Ingrid Santarum, qui l'a publié. Elle est maintenant à la maîtrise avec moi. Et Ingrid et moi-même avons travaillé à une étude, l'étude IRIS, une étude américaine
avec laquelle j'ai des liens depuis ma formation en doctorat. Alors, c'est une étude où on avait bien des biospécimens qui avaient été conservés. On a pu revenir en arrière et mesurer certains de ces acides gras pour établir un lien entre l'incidence de diabète et certains de ces autres troubles sous-jacents que l'on peut trouver dans le développement du diabète. Je ne vais pas vous donner tout le détail, autre que de vous dire que le grand avantage de cette étude, c'est que on peut mesurer les choses de façon extrêmement détaillée. Et avec le financement de la recherche actuelle, il n'y aura probablement pas d'autres études comme celle-ci parce que c'est tout simplement trop coûteux. Mais les principales constatations, si vous regardez en haut du tableau, encore une fois, ce sont des probabilités. C'est semblable au risque relatif dont j'ai parlé plus tôt. Ce que Ingrid a constaté, c'est que certains niveaux de 15,0 dans le sang, un niveau plus élevé signifie qu'on a moins de probabilité de développer le diabète et c'était assez stable dans différents sous-groupes de la population, les hommes comme les femmes, que les gens présentent des signes prédiabétiques ou pas, et l'ethnie aussi. Alors, je ne peux pas vous montrer tout ça, c'était très complexe, mais on a fait le suivi de la consommation de produits laitiers dans cette population et la consommation de ces produits laitiers est associée à une meilleure sensibilité à l'insuline, un meilleur fonctionnement du pancréas. Ce qui est très enthousiasmant, c'est que ces acides gras dont on parle dans le secteur laitier, l'acide transpanthéolactique, vous avez vu le travail du docteur de Boston, on a constaté qu'il n'y avait pas en réalité d'incidence sur le diabète, mais si on fait le suivi des aliments, étant donné l'âge de cette cohorte, ce groupe de personnes, ça a été recueilli dans une période avant qu'on reformule les gras trans dans les aliments. Ils avaient capté un signal des gras trans et pas un signal laitier. Le dernier projet auquel nous travaillons en ce moment à Toronto et à London en Ontario, c'est une étude qu'on appelle PROMISE, et on se penche sur ceux qui n'ont pas encore de diabète, mais qui présentent des signes de risque de diabète. Et nous travaillons avec l'Université de Toronto et on se penche sur les lipides. On a des technologies pour pouvoir examiner de façon très détaillée l'ensemble des aspects de gras qui viennent de produits laitiers. On peut mesurer beaucoup de ces différents aspects et voir les liens avec le diabète. Et là, c'est tout nouveau, des toutes nouvelles données, mais on a encore beaucoup d'analyses à faire. Mais ce qui est clair, c'est que le 15,0 semble se rattacher à une meilleure sensibilité à l'insuline. Alors, qu'allons-nous faire comme prochaine étape? Chaque chercheur a son propre avis sur ce que ce doivent être les prochaines étapes. C'est fascinant. Il nous faut d'autres données sur les différents sous-types et leur rôle, surtout les produits laitiers à haute teneur en gras et le lait, le fromage, le yogourt. Moi, je crois qu'il nous faut mieux comprendre les répercussions des produits laitiers dans ces troubles précoces avant le diabète et l'insulinorésistance, le poids corporel. On va parler de composition du corps et ce sera important d'écouter cela aussi. Il nous faut, moi je suis épidémiologiste, je travaille très très fort à assembler et rassembler de grands groupes de participants humains, mais je travaille avec d'autres chercheurs qui peuvent pousser encore le travail et qui peuvent, dans ce cas-ci, je travaille avec le docteur Bassinet, nous avons pu faire trouver des façons de mesurer les acides gras qui sont fascinants. Et tout ça, c'est financé par la GRAP. Pour les essais, on a maintenant de meilleures études et on peut avoir une conception qui est plus pertinente à la dose, la durée, la forme et le contenu des produits laitiers, ainsi que les résultats. En conclusion, les études d'observation nous disent que la consommation de produits laitiers totaux est inversement associée au diabète de type 2. Il y a certaines incohérences, mais le signal est tout au moins neutre. Les études ont été incohérentes, mais il y a des problèmes de méthodologie abordés. Les mécanismes sont intéressants, intrigants, c'est fascinant pour un chercheur. J'ai même pas parlé de protéines et d'autres éléments bioactifs dans les produits laitiers. C'est extrêmement alléchant, tout cela.
y compris tout ce qui a rapport aux acides gras laitiers. Shirley m'a forcé à réviser cette diapositive, à ajouter toutes sortes de noms. Pour faire de la science à l'heure actuelle, on travaille avec toutes sortes de personnes, des collaborateurs. C'est comme ça qu'on fait la recherche scientifique à l'heure actuelle. Alors, il y a Richard Bassinin de l'Université de Toronto qui se charge du laboratoire d'acides gras. J'ai beaucoup aussi d'étudiants en formation, y compris certains dont j'ai montré les travaux aujourd'hui. Pour en arriver aux bonnes réponses scientifiques, la recherche scientifique, ça coûte cher. On cherche tous des sources de financement. J'ai différentes agences qui m'appuient et je tiens aujourd'hui à reconnaître la grappe laitière qui a appuyé tout le travail que je vous ai présenté aujourd'hui. Merci à tous. That was great. Thank you. Yes, I did do. Très bien. Oui, j'ai exercé quelques pressions pour certains de ces clichés. Mais on veut les noms, on veut les chiffres parce que les chiffres ont aussi une incidence. Et pour que vous ne voyez pas une page pleine de noms par moment, il y a tellement de collaborateurs qui travaillent à ces projets, c'est absolument phénoménal. Et tout ça, c'est attribué au financement fourni par les PLC et leurs partenaires. Et ça vous donne une idée de l'ampleur des investissements et aussi de la façon dont cela peut avoir une incidence partout au pays dans des institutions, des centres de recherche. Maintenant, je vous présente. Our next speaker, prochain panéliste, c'est le Dr. Laval. Dr. Chouinard est professeur au département des sciences animales de l'Université Laval où elle enseigne la physiologie et la nutrition des ruminants. Elle est titulaire depuis 2009 de la chaire de recherche industrielle sur le contrôle nutritionnel de la population des constituants du lait chez la vache. Dr. Chouinard nous en dévoile aujourd'hui les résultats de ses travaux. Alors, merci d'être avec nous. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, comme on l'a dit à l'introduction, je vais vous présenter les résultats de la chaire de recherche sur les composants du lait qui est en cours depuis 2009 à l'Université Laval. C'est une chaire en production, donc c'est des travaux qui ont lieu au département des sciences animales. On a des travaux qui portent sur les constituants majeurs, donc entre autres le contrôle de la teneur en matière grasse du lait. On a travaillé aussi sur les composés aromatiques, la prévention de l'oxydation, de l'utilisation de la composition du lait comme outil diagnostique pour le processus de digestion. On a aussi un volet sur le contrôle du profil en acides gras qui ont un lien avec la santé. C'est ces résultats-là, dans le fond, aujourd'hui, que je vais vous présenter là, dans cette session ici sur la nutrition. Donc, la première partie de la présentation va porter sur les acides gras oméga 3. Donc, c'est pas un sujet nouveau. Il y a déjà, dans le fond, sur le marché, des produits laitiers enrichis en acides gras oméga 3. Et en fait, il y a des laits. Les laits qui sont d'abord produits en usine en ajoutant des huiles comme de l'huile de lin dans le lait. Donc, à ce moment-là, on a affaire à des breuvages laitiers. Puis, il y a aussi quelques produits à l'épicerie qu'on trouve où on a modifié l'alimentation de la vache. Mais dans ce cas-là, les teneurs en acides gras oméga 3 qu'on réussit à obtenir sont beaucoup moins élevés que lorsqu'on procède dans l'usine. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a continué nos travaux. On travaille sur ça depuis longtemps au département. On l'a poursuivi dans le cadre de la chaire. Donc, si ces produits-là existent sur le marché depuis à peu près une dizaine d'années, c'est donc qu'il y a un intérêt. Ce n'est pas un grand volume de production. Donc, il y a un intérêt à poursuivre ce développement-là. Donc, quand on veut enrichir un produit dans un nutriment particulier, souvent, on va faire référence aux apports quotidiens recommandés ou aux apports dits suffisants qui sont recommandés. À ce moment-là, on peut commettre des erreurs parce qu'on va fixer la barre trop haut, dans le fond, parce que les gens s'attendent, lorsqu'on va modifier l'aliment, comme si c'était un comprimé ou une gélule, que, dans le fond, une fois qu'on va avoir terminé notre travail, dans une portion, on va réussir à obtenir la dose recommandée quotidienne. Ça, dans le fond, c'est presque impossible parce qu'on ne consomme pas qu'un seul aliment dans la journée. Pour se fixer un objectif plus raisonnable, dans le fond, on peut plutôt se fier sur les règles de l'étiquetage nutritionnel. Donc, dans le cas des acides gras oméga 3, il y a des règles canadiennes qui, dans le fond, pour avoir une allégation sur un produit pour démontrer ou revendiquer que c'est une source d'acides gras oméga 3. Qu'est-ce que la loi dit? C'est que le produit doit contenir 0,3 g dans une portion. Donc, pour pouvoir avoir le droit d'inscrire sur le produit source d'acides gras oméga 3. Donc, si on prend un verre de lait,
Pour ma présentation, j'ai choisi le lait entier, donc à 3,25 de matière grasse. Donc, nos 300 mg de gras, un verre de lait entier de 250 ml, ça contient 8 g de gras. Donc, 0,3 sur 8, on devrait chercher à atteindre une teneur de 3,7 d'acide gras oméga 3 pour pouvoir écrire source d'oméga 3 sur un produit enrichi en oméga 3. Donc, pourquoi c'est si difficile de le faire par l'alimentation de la vache? C'est parce que, dans le fond, les micro-organismes qui vivent dans l'estomac, dans le rumen de la vache, n'aiment pas ça vivre en présence d'acide gras. Ils sont là pour digérer la fibre, entre autres, naturellement, chez les ruminants. Puis la présence d'acide gras polyinsaturé, ça nuit à leur métabolisme. Donc, ils ont développé des mécanismes pour s'en débarrasser, entre guillemets. Donc, ils vont procéder à une opération qu'on appelle la biohydrogénation. Les acides gras oméga 3, il y en a même dans les fourrages. Les bactéries vont transformer ces acides gras-là par un processus d'hydrogénation en acides gras saturés. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup d'acides gras saturés dans les produits des ruminants. Donc, pour empêcher cette réaction-là de se produire, c'est ça le secret, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a beaucoup de choses qui ont été étudiées, comme traiter des graines oléagineuses avec de la chaleur, essayer d'enrober de différentes manières. Puis un des procédés qui a été étudié, c'est de la formation de sels de calcium. Donc, vous avez ici 2 acides gras oméga 3, donc de l'acide alpha-linolénique, celle qu'on retrouve dans les fourrages ou dans l'huile de lin. En les attachant, ces 2 molécules-là, à un atome de calcium, on empêche les micro-organismes d'avoir accès aux lieux d'insaturation. Ça empêche la réaction de biohydrogénation de se produire. Donc, on a testé ça dans nos laboratoires, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pendant le passage dans l'estomac de la vache, la liaison avec le calcium peut se briser. On a une protection qui est quand même seulement partielle. Les sels de calcium, les producteurs en utilisent déjà, comme les produits comme le Mégalac, qui sont des sels de calcium qui sont préparés avec de l'huile de palme. Donc, ces acides gras-là, on a beaucoup d'acides gras saturés. C'est un produit qui est donné à la vache comme supplément énergétique. Donc, on peut aussi fabriquer des sels de calcium. Plutôt que de partir à partir de l'huile de palme, on utilise l'huile de lin. Donc, on obtiendrait des sels de cette manière-là. Ils ont déjà été testés. Et puis, malgré qu'ils ont une efficacité qui est quand même limitée, il y a quand même des compagnies qui en ont mis en marché. Là, maintenant, quand on regarde les produits commerciaux qui sont obtenus par un procédé industriel de fabrication de sels de calcium, moi, quand j'étais étudiant, je les fabriquais moi-même dans le laboratoire pilote à l'Université Laval. Maintenant, il y a des compagnies qui en fabriquent. Lorsqu'on regarde ces produits-là, on se rend compte que le procédé industriel de formation de sels de calcium conduit à un mélange de particules de différentes formes, de différentes tailles. Donc, on a tamisé ces sels de calcium-là. On a obtenu une fraction plus fine puis une fraction plus grossière. Puis, on a émis l'hypothèse que les sels de calcium qui sont emprisonnés dans une particule, ici, vont être protégés physiquement pendant leur passage dans le rumen. Donc, au-delà de la saponification, il va aussi avoir la protection physique dans une grosse particule. Si la particule sort du rumen avant que les bactéries l'aient attaqué, on va avoir amélioré le transfert des oméga 3 de la ration vers le sang de la vache puis vers son lait éventuellement. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée dans le cadre des travaux de la chaire. Donc, vous avez les résultats ici. On a, dans le fond, utilisé, dans ce cas-là, de l'huile de lin comme témoin, donc qui n'était pas du tout protégé. Puis, on a offert aux vaches des sels de calcium qu'on avait séparés par tamisage, donc la fraction fine, qu'on avait pris soin de moudre pour qu'elle soit encore plus fine, pour augmenter le contraste entre les traitements, puis nos particules grossières pour tester notre hypothèse. Puis, ce qu'on a remarqué ici, vous avez la teneur en acide gras oméga 3 en grammes par 100 grammes de gras. Donc, là, on est parti ici de 0,6 avec notre huile. On a doublé en utilisant nos sels de calcium fins, donc il y a quand même une utilité à utiliser les sels de calcium. Puis en ayant utilisé nos sels de calcium grossiers, on a doublé encore une fois. Donc, on est arrivé à des teneurs 4 fois plus élevées par rapport aux témoins en utilisant nos sels de calcium grossiers. Donc, ça, c'est ce qu'on regarde dans la littérature. Puis moi, ayant travaillé sur ça depuis plusieurs années, c'est un résultat qu'on n'avait jamais réussi à obtenir. C'est un niveau qu'on dit jamais égalé dans la littérature pour un transfert des acides gras oméga 3 sans avoir utilisé des produits chimiques là, pour protéger ou des procédés, par exemple, d'aller bypasser le rumen de manière artificielle. Donc ça, par un procédé plus naturel, c'est la première fois qu'on réussit à obtenir des résultats comme ça. Donc pour établir une comparaison avec les produits du marché, on a en parallèle de ces travaux-là une petite enquête où on a en fait été à l'épicerie et on a acheté des différents types de produits laitiers pour pouvoir faire la comparaison avec notre produit puis comment il se positionne maintenant si on pouvait le mettre en marché. Donc, on a débuté avec le lait témoin, le lait régulier, donc qu'on achète à l'épicerie.
Encore une fois, ici, c'est du lait entier, 3,25. On pourrait refaire tous les calculs avec du lait 2% ou 1%. Évidemment, plus on enlève de gras du lait, moins on va avoir d'acides gras, donc tous les acides gras vont diminuer. Donc, on utilise ça comme base de comparaison. Un lait régulier, ça apporte environ 40 mg d'acides gras oméga 3 dans une portion dans un verre de lait. Il y a d'autres produits qui sont disponibles sur le marché, c'est des laits enrichis en ADH ou en DHA, c'est l'acide docosahexaénoïque, le C22,6. Donc, ces produits-là sont obtenus en ajoutant de l'huile ou de la farine de poisson dans la ration des vaches. Donc, dans le poisson, il y a l'acide gras DHA. La vache l'absorbe, puis elle en met une petite quantité dans son lait. Ça donne à peu près 20 mg de plus. Vous avez des produits comme en Ontario, le Dairy O. Au Québec, le lait Smart, dans le fond, qui est produit de cette manière-là. On a aussi sur le marché des laits biologiques. Les laits biologiques, premièrement, quand on achète un lait biologique entier à l'épicerie, ce qu'on a utilisé pour notre petite enquête, c'est pas une enquête très exhaustive, le lait biologique est standardisé à 3,8 de gras au lieu de 3,25. Déjà là, même si on ne change rien, on a déjà plus d'acides gras dans une portion. Et comme dans le cahier de charge pour la production biologique, les vaches reçoivent plus de fourrage, ils vont au pâturage pendant l'été. Ce sont tous des moyens d'augmenter les acides gras oméga 3 dans le lait. Donc, en ayant un lait plus gras avec des sources d'oméga 3 dans la ration prescrite par le cahier de charge, on obtient environ 100 mg d'acides gras oméga 3 dans une portion de lait biologique comparativement à un lait conventionnel. Ça n'a pas vraiment de référence avec le fait que ce soit biologique, mais c'est plutôt le cahier de charge, l'alimentation de la vache qui est différente dans ce cas-là. Maintenant, l'autre produit qui existe sur le marché, ce sont les breuvages laitiers que je vous expliquais tantôt. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, dans le fond, du lait normal, de grand mélange. On écrème le lait, on fabrique du beurre, on fabrique de l'huile de beurre avec ça. On met de l'huile de lin dedans, puis on réémulsifie tout ça dans le breuvage. Puis comme ça, on a un breuvage laitier qui contient, dans le fond, exactement ce qui est prescrit pour l'étiquetage nutritionnel. On doit avoir 300 mg, on standardise dans l'usine pour avoir 300 mg, puis effectivement, dans ces laits-là, on peut avoir, si on a du lait 1%, on va avoir notre 300 mg, il va simplement être plus concentré. Du lait 2%, on va toujours avoir la même dose dans ce cas-là. Maintenant, le dernier produit, c'est notre lait expérimentaire. Avec la dose qu'on a obtenue tantôt, qui est exprimée par gramme de gras, on a notre lait ici qui apporterait, si on le standardisait à 3,25 de gras, 250 mg d'acide gras. Donc, on est tout près de la norme. On n'a pas encore atteint, mais c'est vraiment une quantité d'oméga 3 qui, dans le fond, devient plus substantielle. Si on fait la comparaison avec les apports suffisants, pour l'acide alpha-linolénique, qui est l'acide gras oméga 3 qu'on trouve dans le lait, le 18,3, on recommande 1 gramme par jour, par exemple, pour la femme. Si notre verre de lait en apporte 250 mg, avec 4 verres de lait, on rencontrait les besoins pour la journée pour cette personne-là. Par opposition, notre lait régulier, lui, il faudrait boire 25 verres de lait pour réussir à rencontrer les besoins. Donc, c'est vraiment un gain substantiel qui fait en sorte qu'on réussirait à obtenir un lait qui pourrait se démarquer sur le marché. Donc, la deuxième partie de ma présentation, ça va être sur les acides gras à chaîne ramifiée. On a parlé beaucoup de différents acides gras aujourd'hui. Les acides gras ramifiés, on les retrouve aussi dans la matière grasse du lait. Donc, un acide gras, normalement, ça contient, les plus abondants qu'on trouve dans la nature, une chaîne paire d'atomes de carbone, un groupement carboxyle au bout, qui fait que c'est pour ça qu'on appelle ça un acide. Ici, vous avez l'acide palmitique. On en retrouve, c'est le plus important en quantité dans le lait. Puis les gens qui donnent des suppléments d'acide palmitique à leurs vaches, comme le palmite, c'est cet acide gras-là qu'on donne aux vaches. Les acides gras ramifiés, eux, ont la particularité, c'est qu'au lieu d'avoir tout simplement une chaîne linéaire, on retrouve un embranchement sur la chaîne. Donc, ça nous donne un carbone de plus. Si le carbone, l'embranchement est sur l'avant-dernier carbone, on dit que c'est un acide gras iso. S'il est sur l'avant-avant-dernier carbone, on a un acide gras anti-iso. Donc, pourquoi on s'intéresse à ça? C'est qu'on commence à avoir des effets sur la santé reliés à ces acides gras-là. Donc, une source importante d'acides gras branchés ou ramifiés, c'est le vernix. Le vernix, c'est une substance visqueuse qu'on retrouve à la surface de la peau du bébé. On le voit à la naissance, mais ça sert entre autres à protéger la peau du bébé pendant la gestation dans le liquide amniotique. Donc, on voit ici les cases blanches. Et on voit qu'il y en a une grande diversité de ces acides gras-là. Donc, c'est abondant, c'est produit par la peau du bébé. Pendant la gestation, il y a des particules de ce vernix-là qui se détachent et qui s'en vont dans le liquide amniotique.
Puis le bébé, pendant la dernière trimestre de la gestation, boit du liquide amniotique. Donc, on a des chercheurs qui ont émis l'hypothèse que, dans le fond, ça pouvait servir d'une source de nutriments pour les bébés. Fait qu'on a, ils ont évalué la présence de ces acides gras-là dans le méconium, qui est le premier caca, dans le fond, du bébé à sa naissance. Donc, on a vu que les barres noires ici, il y en avait aussi dans le méconium. Ça veut dire que le bébé en consomme via la consommation de liquide amniotique. Et dans le fond, on voit aussi qu'il en absorbe une partie parce qu'il y en a qui disparaissent pendant le processus. Donc, les bébés qui naissent prématurément, eux autres, n'ont pas l'occasion de boire de liquide amniotique, puis ils naissent sans ces acides gras-là dans leur système intestinal. Et puis, ça peut leur conduire à développer des problèmes au niveau du système digestif. Puis, un problème qu'on rencontre chez les nouveau-nés prématurés, c'est le problème on rappelle l'entérocolite nécrosante, là, dans le fond, qui est, dans le fond, une dégénérescence du tissu intestinal. Donc, vous avez ici un tissu intestinal intègre avec les villosités en bonne forme, puis lorsque le tissu se désintègre, on perd dans le fond l'intégrité du tissu intestinal, puis ça conduit à la mort souvent des bébés prématurés. Donc, on a voulu voir s'il y avait un lien avec la présence des acides gras, les chercheurs en question à l'Université Cornell, voir s'il y avait un lien avec la présence d'acides gras à chaîne ramifiée. Donc, ils ont, par césarienne, obtenu des petits ratons, des rats prématurés, et puis ils les ont alimentés avec un régime préparation lactée témoin qui ne contenait pas d'acides gras à chaîne ramifiée, et puis une préparation lactée avec des acides gras à chaîne ramifiée. Puis on a vu l'incidence de l'entérocolite nécrosante qui était de 55% pour le témoin, qui diminuait de moitié là, pour les petits ratons qui avaient reçu la source d'acide gras à chaîne ramifiée. Ici, vous avez le témoin, qui était ceux qui recevaient le lait de leur mère. Les autres, ils n'en ont pas eu. Donc, on pense que, finalement, la mère leur en a fourni, avec beaucoup d'autres nutriments essentiels, dans son lait. Puis on pourrait voir ici un lien avec une mère, dans le fond, d'un enfant prématuré, en consommant des produits laitiers qui contiennent ces acides gras-là, mais en donnerait plus, en incorporerait plus dans son lait, puis les fournirait à son enfant. On pourrait évaluer le mode d'action maintenant. Ces acides gras-là, on leur attribue des effets prébiotiques, donc ils vont promouvoir la croissance de certaines bactéries. Donc, entre autres, ici, Bacillus subtilis, qui est un probiotique, sa présence de cette bactérie-là dans l'intestin augmente la santé intestinale. Puis on voit lorsque les sujets ici avaient le problème de nécrose au niveau de l'intestin, on avait une baisse de cette bactérie-là. Donc, pour démontrer si les acides gras à chaîne ramifiée pouvaient promouvoir la croissance de cette bactérie-là, mais en fait, les chercheurs ont regardé ici dans la ration témoin les animaux qui n'avaient pas reçu des acides gras à chaîne ramifiée, puis on a vu ici vraiment une augmentation de la population de cette bactérie-là dans l'intestin, qui serait dans le fond un mode d'action des acides gras à chaîne ramifiée. Donc, il agirait comme prébiotique à la naissance en colonisant l'intestin par des bactéries, trouverait un substrat pour leur croissance, dont entre autres les acides gras à chaîne ramifiée. Donc, pour terminer, comme c'est une chaire, les travaux qu'on portait sur la production, on a vu qu'il pouvait y avoir un lien entre le fait que la mère, par exemple, va consommer du lait qui contient des acides gras à chaîne ramifiée, qui serait une source qu'elle les incorpore dans son propre lait pour le donner à son enfant, à son bébé. Mais il faudrait voir maintenant, il y en a des quantités de ces acides gras dans le lait, comment ils varient en fonction de l'alimentation. Donc ici, c'est une expérience qu'on a faite avec, on a comparé des vaches qui recevaient une ration à base de foin, de pâturage ou d'ensilage de fléole. C'était pour vérifier les effets sur les propriétés aromatiques du lait. Mais on a aussi analysé le profil en acides gras. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que pour les différents acides gras à chaîne ramifiée, on a toujours une quantité inférieure significativement lorsque les vaches reçoivent de l'ensilage comparativement à des rations à base de foin ou d'ensilage. Puis on a même pour certains acides gras particuliers une quantité supérieure lorsque les vaches vont au pâturage. Donc encore là, on pourrait évaluer ces effets-là de façon plus globale, par exemple, le type d'enquête que j'avais fait tantôt, mais spécifiquement pour ces acides gras-là. Deux autres résultats qui restent à présenter ici, les effets de l'alimentation riche en concentré. Donc, on peut donner différents apports de concentré dans la ration des vaches. Vous avez ici des vaches qui recevaient une ration à 30% ou à 70% de concentré. Lorsqu'on met beaucoup de concentré, beaucoup de moulé dans la ration, on dilue
pour plusieurs de ces acides gras-là dans le lait, mais par contre, d'autres vont augmenter. Donc, il y a des bactéries qui vont digérer la fibre dans le rumen d'une vache qui reçoit beaucoup de fibres, beaucoup de fourrage, qui vont produire certains de ces acides gras-là. D'autres bactéries qui digèrent les concentrés vont en produire d'autres. Donc, il reste à étudier ces mécanismes-là. Ici, c'était les effets de l'huile de lin, parce qu'on étudiait l'huile de lin pour enrichir le lait en acides gras oméga 3. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rajoute de l'huile de lin au taux de 3% dans la ration des vaches? Tous les acides gras à chaîne ramifiée ont diminué en concentration, parce que lorsqu'on donne de l'huile à une vache, elle incorpore les acides gras de cette huile-là dans son lait, on dilue tous les autres. Donc là, si on a un lait enrichi en oméga 3, on perd les acides gras à chaîne ramifiée. Donc, on ne peut pas, dans ce cas-là, on peut pas gagner sur tous les coups. Donc, en conclusion, la première partie de ma présentation, ça portait sur la production de lait enrichi en acides gras oméga 3. On est tout près d'avoir assez en concentration dans le lait pour étiqueter un lait source d'oméga 3, mais qui proviendrait d'une ferme laitière. Il y a peut-être des gens d'entre vous qui se disent c'est intéressant, mais ça ne s'applique pas à votre situation parce que vous n'avez pas envie de mettre en marché du lait enrichi en oméga 3. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les acides gras oméga 3 sont bons pour les humains, ils sont aussi bons pour la vache. Elle n'est pas capable, elle non plus, de les synthétiser. C'est un acide gras essentiel pour elle aussi. Si on augmente les acides gras oméga 3 qui bypassent, qui traversent le rumen sans être hydrogénés, puis qui se retrouvent dans la circulation sanguine, oui, on en retrouve plus dans le lait, mais au passage, la vache aussi peut bénéficier d'un apport supplémentaire en oméga 3. Donc, toutes les stratégies qui nous permettent d'augmenter les oméga 3 dans le lait augmentent les acides gras oméga 3 pour la vache, puis on pourrait avoir des effets positifs sur sa santé, entre autres, sur ses performances de reproduction. Pour ce qui est des acides gras à chaîne ramifiée, donc on a vu très rapidement un effet potentiel sur la santé. C'est une longue parenthèse, mais on commence à avoir des résultats de ce côté-là. C'est à poursuivre pour voir, par exemple, chez l'adulte, qu'est-ce qui se produirait. Donc, c'est un tout nouvel domaine de recherche, tout nouveau domaine de recherche qui était à exploiter. Donc, pour conclure, je n'ai pas fait de statistiques là, sur le nombre de personnes qui sont impliquées dans les travaux de la chaire. Les travaux sont presque terminés. La chaire, ça a permis, au-delà des résultats de recherche à court terme, ça a permis le recrutement de deux nouveaux chercheurs. Vous avez Edith Charbonneau et puis Rachel Gervais. Donc ça a créé comme une force de travail incroyable, là, nouvelle au département des sciences animales. Donc, oui, on a eu des résultats à court terme, mais ces gens-là vont rester pour les années à venir. Donc, il va y avoir des retombées aussi à long terme, ne serait-ce qu'en ressources humaines, là, qui est retombée de la chaire. Donc, je voudrais remercier les partenaires de la chaire. Ici, on est avec les producteurs laitiers du Canada, qui étaient des partenaires principaux pour la chaire, mais c'était une chaire du CRSNG avec les producteurs laitiers du Québec, le ministère provincial de l'Agriculture, Novalet, Valacta et le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault. Donc, je vous remercie de votre attention. Okay.